Reprenons nos travaux avec cette seconde table ronde consacrée à l'actualité et aux perspectives des procédures répressives et la coopération entre autorités européennes. À titre liminaire, deux points. Le premier, c'est que la question a été posée. Les recueils de jurisprudence seront envoyés par la poste, comme l'année dernière. Et l'autre point, c'est que je rappelle que vous avez la possibilité de donner votre avis sur ce colloque et d'ores et déjà sur la première table ronde qui s'est achevée il y a quelques minutes. Pour évoquer donc la thématique retenue pour cette seconde table ronde, j'accueille nos 5 intervenants. Sophie Baranger, qui est à ma gauche. Vous êtes secrétaire générale adjointe et directrice des enquêtes et des contrôles de l'Autorité des marchés financiers. Monsieur Carlo Mia, vous êtes le responsable du bureau abus de marché de la division des marchés de l'Autorité des marchés financiers italienne, la Consob. À ma droite, Géraldine Roch, vous êtes avocate au barreau des Hauts-de-Seine, associée au cabinet EY Société d'avocats, où vous êtes en charge du département Financial Services Organization. Sophie Schiller, à ma gauche, vous êtes professeure de droit privé à l'Université Paris-Dauphine et membre de la commission des sanctions. Monsieur Christophe Soulard, vous êtes président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation et je précise que vous avez été également membre de la commission des sanctions de l'AMF de 2013 à 2017. Nous avons choisi d'aborder des enjeux que des décisions très récentes de la commission des sanctions ont mis en lumière. Comme pour la première table ronde, l'exhaustivité n'était pas envisageable pour cette thématique très large. Les enjeux que nous aborderons sont d'ordre pratique, mais aussi d'ordre juridique. Nous évoquerons ainsi le rôle des acteurs dans la détection des abus de marché, ainsi que les situations de compétences concurrentes entre autorités de régulation. Cette table ronde sera également l'occasion de nous arrêter sur des arrêts importants rendus au cours des derniers mois par la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour de cassation et le Conseil d'État en matière de données de connexion et de droit au silence. Au-delà de la présentation de ces arrêts, il s'agira pour nos intervenants d'échanger sur leurs impacts concrets pour les acteurs. Mais avant d'aborder ces divers sujets, je vous propose d'évoquer, à titre d'introduction, un événement qui a marqué l'actualité européenne des dernières années. C'est évidemment le Brexit, entré en vigueur le 1er janvier dernier et qui a d'ailleurs donné lieu à une table ronde lundi dernier lors de la Nuit du droit organisée par l'AMF. Sur ce sujet, je me tourne en premier lieu vers Sophie Baranger. Est-ce que, Sophie, vous pouvez nous indiquer si le Brexit a changé quelque chose dans vos pratiques? Comment les autorités de régulation des États membres de l'Union coopèrent-elles désormais avec l'autorité britannique, la Financial Conduct Authority, la FCA? Oui, merci. Bonjour à tous. Oui, on a vu arriver, je dois dire, le Brexit avec un petit peu d'anxiété de notre côté, parce qu'en fait, le régulateur anglais, depuis de nombreuses années, est celui qu'on interroge le plus souvent, en fait, dans le cadre de nos investigations. C'est bien entendu lié à la taille de son marché, à son interconnexion avec l'Europe continentale. En règle générale, quand on fait des requêtes à nos homologues, on fait des demandes de dépouillement pour avoir des informations sur des ordres ou des transactions, et aussi avoir le nom des bénéficiaires finaux. En fait, avec l'entrée en vigueur de MIFIR en 2018, on avait fait de gros progrès s'agissant de ces informations, parce qu'on avait un niveau détaillé de ces transactions réalisées sur tous les marchés que l'on régule. Et en particulier, on avait le nom du client final. Donc, outre les données d'Euronext, on reçoit des informations via nos prestataires de services d'investissement en France et aussi via les prestataires de services d'investissement étrangers par le truchement de nos homologues. Et l'accès à ces données plus détaillées a donc mécaniquement eu pour impact de générer moins de requêtes et moins de demandes à nos homologues pour le dépouillement donc de ces ordres. Malheureusement, post-Brexit,
on est un petit peu revenu en arrière parce qu'on a perdu une partie du reporting anglais. Donc si je prends un exemple très concret d'un ordre passé par un broker anglais sur un titre français sur Euronext, avant le Brexit, donc le broker anglais transmettait son ordre sur Euronext et nous recevions directement des informations détaillées, y compris sur le client. Post-Brexit, le broker anglais, au lieu d'envoyer directement l'ordre sur la plateforme française, passe par l'intermédiaire de sa filiale européenne. Donc il y a une filiale qui s'interpose, ce qui fait que lorsque la filiale européenne déclare la transaction à l'AMF, elle déclare une transaction avec une contrepartie de sa maison mère, et donc on perd la visibilité sur le client final. Donc c'est donc un état de fait qui nous oblige à revenir un petit peu en arrière et à refaire des demandes de dépouillement à l'AFCIA. Donc concrètement, ça a eu un impact évidemment important. Juste avant le Brexit, on estime que les entités anglaises traitaient à 70% face à des contreparties hors Union européenne, et que ces entités représentaient alors à peu près 50% des montants déclarés. Donc concrètement, on estime qu'on avait perdu à cette époque 35% de visibilité sur le marché, ce qui est important. Et là, je vous parle des actions et des dérivés actions, mais c'est la même chose sur d'autres types de classes d'actifs. Donc évidemment, on a cherché à mettre en place des mesures supplétives pour pouvoir répondre à cette difficulté. Et à ce jour, les services peuvent heureusement bénéficier d'une coopération efficace avec la FCA, et elle accepte d'envoyer des réponses à nos demandes que l'on formule ad hoc au cas par cas. Donc, par exemple, si on a une rumeur qui, nous pensons, est susceptible de générer des transactions suspectes, nous faisons une demande à la FCA, et la FCA ensuite nous fait une synthèse par client, et en cas de besoin, on peut interroger et approfondir nos demandes à la FCA. Donc c'est rapide parce que la FCA nous répond en quelques jours, mais pour autant, on peut dire qu'in fine, même si on s'en sort, je dirais, finalement, s'agissant de la collecte d'informations, on est un petit peu revenu en arrière, je dirais, s'agissant de la fluidité de l'information et des échanges d'informations. Merci. Je me tourne vers Monsieur Millat. Monsieur Millat, est-ce que vous pouvez nous donner les conséquences du Brexit concernant l'autorité italienne? Thank you very much, Mr. Delorme, and first of all, let me thank you for this invitation, very kind invitation. Of course, I am speaking on a personal capacity, but on the Brexit side, I have to echo my colleagues at IMF, because it was a turning point, and we are now back to the 2017, when this type of data were not available. January 2018 was really a crucial point, because according to the transaction reporting mechanism that was introduced by MiFID, the new transaction reporting mechanism, we are able to analyze not only anomalous volume in the market and price changes could be probably suspect, but we can go directly into the portfolio analysis of the customers. That was an incredible change in our way of working in insider trading and market manipulation hypothesis. Just to give you the full picture on the way we are organized in Italy, we have 3 units that are working on information side, the trading side, and research produced by financial analysts. Those units meet continuously. They are surveilling the market, and then there is every time we gather information from the transaction reporting or from STR, from intermediaries, and we gather inputs from other departments and the public as well, of course, the case of whistleblowing. We produce a report, a very detailed report that are finally examined and by the head of the department. And if the head of the department in this meeting that typically occur every month,
decide to open a formal investigation. At that point in time, there is an investigation that is delivered to the office where I work, and we work on that data, and data on transaction reporting, the way the customer trade, and have probably increased the portfolio size on that on the spectrum of specific financial instrument could be very crucial information. So not having that piece of information has changed our way of working, especially with the FCA now. Thank you. Je vous remercie. Pour poursuivre cette table ronde, abordons à présent le rôle des acteurs dans la détection des abus de marché. Dans une décision du 4 août 2021, la Commission des sanctions a sanctionné une société de gestion ainsi qu'une entreprise d'investissement en raison de la défaillance de leur dispositif de détection des abus de marché. Pèse en effet sur certains professionnels l'obligation de signaler à l'autorité compétente certaines opérations suspectes. À cet égard, l'article 16 du règlement MAR est venu renforcer le dispositif de déclaration des opérations suspectes en élargissant le dispositif qui résultait de la directive abus de marché de 2003. Je me tourne vers vous, Maître Roch. Vous conseillez des acteurs sur lesquels pèse ce type d'obligation. Est-ce que vous pouvez nous apporter votre regard en la matière? Je vous remercie. Alors effectivement, comme vous l'avez rappelé, l'article 16 prévoit des obligations pour les acteurs de marché qui sont les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement qui gèrent une plateforme de négociation, comme les personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel. Eh bien, en vertu de l'article 16 de MAR, ils sont tenus de mettre en place des mesures, des systèmes et procédures efficaces qui visent à prévenir et à détecter les opérations d'initiés ou les manipulations de cours qui pourraient avoir cours dans leurs établissements. Alors, évidemment, cette obligation est assez lourde pour les acteurs, est assez contraignante, coûteuse en temps, en moyens, et également suppose une organisation assez lourde en interne. Mais en même temps, cette exigence a un certain nombre de vertus. Tout d'abord, j'ai envie de dire, les acteurs protègent ainsi leur activité et on le sait, protègent aussi leur réputation. Par ailleurs, ce faisant, eh bien, ils peuvent bloquer en amont certaines velléités d'adopter des comportements déviants. Donc, 2 points plutôt bénéfiques pour eux, pour le marché, pour leur activité. Ensuite, évidemment, comme vous venez de le rappeler, en mettant en place un dispositif suffisamment construit, suffisamment fort, eh bien, ils peuvent s'épargner le coût d'une sanction pour manquement à ce dispositif. Enfin, je rappellerai le préambule de MAR, et notamment le point 30 de ce préambule, qui rappelle que lorsque une personne morale a mis en place un certain nombre de garanties pour éviter les abus de marché, eh bien, sa responsabilité pourrait ne pas être retenue. Donc c'est encore une fois sous l'angle de l'abus de marché, et non pas seulement sous l'angle du manquement professionnel, encore un point incitatif à mettre en place un dispositif efficace. Alors qu'est-ce que ça implique, un dispositif efficace ? En vertu du règlement délégué 2016-957 du 9 mars 2016, un certain nombre d'exigences ont été posées et ont été décrites pour expliquer aux établissements ce qu'ils doivent mettre en place. Le dispositif abus de marché est assez conséquent puisqu'il implique non seulement des formations pour les collaborateurs, des procédures exhaustives et opérationnelles, également la mise en place d'outils, puisqu'on le sait, compte tenu de la technicité des marchés, du volume des transactions, des outils sont plutôt préférables, en tout cas pour un certain nombre d'institutions, puisque le dispositif doit être adapté à la taille de l'établissement. Eh bien, il faut avoir des outils conséquents et une technologie qui permettent de surveiller véritablement les opérations qui ont cours dans l'établissement. Et l'utilisation de ces outils nécessite un paramétrage, des connaissances IT. Donc, on combine, par rapport aux indicateurs que met en place ce règlement délégué, eh bien, une connaissance juridique, une connaissance opérationnelle des métiers, des produits, des marchés, mais également
une connaissance IT pour que le paramétrage soit fait de la façon la plus précise possible. À cela s'ajoute le fait que souvent dans les grands groupes, on a des localisations un peu partout, dans différents pays. Donc au sein des pays qui sont régis par MAR, c'est assez simple puisque la réglementation est commune, mais parfois on a des localisations en dehors de l'Union européenne, et à ce moment-là, il va falloir faire aussi un ajustement des indicateurs en fonction des spécificités locales et voir quels sont les pays qui sont mieux-disants, adapter toute la procédure en fonction. Et évidemment, dans le processus de détection des abus de marché et de remontée des stores, puisque in fine, c'est l'objectif de pouvoir prévenir, détecter, surveiller et puis remonter l'information, le cas échéant, à l'autorité compétente, eh bien, la qualité de la donnée est clé. Le traitement aussi de cette donnée, à travers une analyse de premier niveau, une analyse de second niveau, est clé. Et enfin, évidemment, de bien remonter l'information dans un délai le plus court possible, puisque le texte impose que cette remontée d'information soit faite sans délai à l'autorité compétente. Voilà, alors vous voyez de tout ce processus à quel point cela demande une organisation complète, un pilotage. Alors, dans le dispositif MAR, on n'impose pas de pilotage consolidé au niveau du groupe de la réglementation abus de marché. Pour autant, dans la pratique, on se rend compte que les établissements qui ont des localisations un peu partout vont adopter ce pilotage consolidé à travers la possibilité que leur octroie MAR de déléguer leur surveillance. Donc on va avoir un hub qui va centraliser la surveillance du marché et qui va analyser de façon la plus efficiente possible les remontées d'informations. En revanche, la STOR doit partir de l'autorité localisée là où l'établissement a rencontré le potentiel abus de marché. Voilà, donc de toute cette organisation dépend l'efficience des stores et de la remontée de l'information aux autorités, et ensuite, bien sûr, s'opère la coopération entre les autorités. Merci, et vous faites la transition. Donc merci beaucoup de cette approche très concrète du rôle des acteurs. Je me tourne vers Sophie Baranger. Quelle appréciation vous portez justement sur celui-ci ? Alors, c'est un dispositif qui est vraiment très important et on compte beaucoup dessus pour la détection des abus de marché. L'AMF en reçoit à peu près entre 1000 et 1300 par an, donc ça fait un volume quand même assez important. Alors souvent, elle confirme en fait ces déclarations d'opérations suspectes, ce qu'on a pu détecter à travers nos outils de surveillance des marchés. Mais il est vrai aussi que parfois, elle complète utilement ce que nos outils n'ont pas pu détecter. Et donc, et d'ailleurs, je remarque que nos homologues ont des techniques un petit peu différentes par rapport à ce sujet. Et c'est vrai que tandis que l'AMF a choisi d'investir massivement dans un outil de détection informatique des anomalies de marché, je remarque que d'autres homologues, d'autres régulateurs ont fait plutôt le choix d'investir davantage sur ce système d'alerte par les professionnels via les déclarations d'opérations suspectes. Et comme ça a été indiqué tout à l'heure, effectivement, pour que ces informations soient utiles pour le régulateur, il faut bien entendu qu'elles soient de qualité. Et donc, en particulier, les équipes de suivi à l'AMF font des efforts importants et mènent des campagnes pour essayer de transmettre à nouveau l'importance de la qualité de ces informations auprès des prestataires concernés. Parmi les actions récentes qui ont été menées par l'AMF, j'en citerai une dans les priorités de supervision qui ont été publiées en tout début d'année. L'une d'entre elles vise justement le dispositif d'abus de marché des sociétés de gestion de portefeuille.
Et donc, il est prévu que des contrôles spot soient lancés pour aller vérifier dans les SGP la qualité du dispositif de détection des abus de marché. Alors, je vous rappelle que les contrôles spot, ce sont des contrôles courts, thématiques, qui n'ont pas une vocation répressive, mais plutôt une vocation à aller se renseigner plus en profondeur sur certaines pratiques. Et une fois que ces contrôles sont menés sur un panel d'entités choisies, eh bien, les contrôleurs détachent de ces constats des bonnes et des mauvaises pratiques qu'ils ont pu détecter, et puis publient une synthèse qui ensuite informe le marché, si vous voulez, du sens vers lequel les constats nous ont orientés. Donc, ce sujet a donc été annoncé en début d'année. On est d'ailleurs en cours de contrôle. Et donc, il faut s'attendre à avoir une synthèse, je pense, avant l'été prochain, en tout cas sur le sujet. Et l'autre point, donc, c'est lorsqu'on se rend compte à travers soit une enquête, soit un contrôle que le dispositif de détection d'abus de marché n'est pas suffisamment adéquat, s'il est véritablement lacunaire, alors là, effectivement, le collège n'hésite pas à notifier des griefs, à sanctionner des entités concernées. Je vous renverrai pour cela brièvement à quelques exemples. Un premier cas dans la décision 2021-14 qui a été publiée en août, on en a déjà parlé en début d'après-midi, c'est une décision hors norme à plusieurs égards. Les enquêteurs avaient mis en évidence une manipulation de cours effectuée par un gérant d'une société de gestion avec le concours de sa table de négociation. Eh bien, les deux entités ont été sanctionnées pour défaillance dans le dispositif de détection et pour non-déclaration d'opérations suspectes à l'AMF. Un autre exemple intéressant est la décision 2016-15, un petit peu plus ancienne, où là, en fait, il s'agissait d'une banque qui détenait le compte en fait de nombreux salariés d'un émetteur, dont plusieurs ont été mis en cause pour manquement d'initiés. Et donc, cette banque a été sanctionnée pour ne pas avoir déclaré d'opération suspecte, alors que pourtant, elle avait raisonnablement des raisons de penser que les transactions étaient plutôt opportunes et constituaient un abus de marché. Enfin, pour terminer, je vous renverrai vers une composition administrative. Ce sujet a déjà été traité en composition administrative. La 2015-06 était intéressante parce que là, ce sont 4 établissements d'un même groupe qui ont été mis en cause pour une défaillance dans leur système de détection des abus de marché, une manipulation de cours ayant été effectuée par l'un de leurs clients sous forme de layering et ayant été mise à jour par les enquêteurs. Merci. Je me tourne vers vous, Monsieur Milla, pour connaître l'appréciation par l'autorité italienne du rôle des acteurs, précisément dans le cadre de la détection des abus de marché. Yes, thank you. Again, I have to repeat the approach that probably our colleagues IMF have already mentioned, but we strongly rely on the STR that are notified by many intermediaries, and we receive approximately 400 notification per year. And we examine each of these notifications according to a triage system, and we finally, as I mentioned, consider this signal together with the others that we have developed internally. Consob invested over the years on their own proprietary detection systems. And all these notification signals, alerts, are examined in a specific report that are finally discussed in that monthly meeting we have. And so we typically have 100 reports, just to give you an idea, every year. And we have 10, 12 reports per meeting. So typically we open a couple of cases per month.
So this is the process. But let me probably say about the importance of having such many high number of players and actors that are involved in the detection side, because it may be asked whether this is burdensome in a sense, and even to have a centralized detection system across NCAs or probably centralized at ESMA level, or as like in the energy sector we have in ESA. And it seems to me that this problem is probably could have a negative answer, because once we consider that the role of detection that is based on many factors, many very different situations that algorithms can detect, and you consider that the way now algorithms, and especially according to artificial intelligence, are developing that are based on typical so-called Bayesian systems, so they are routinely considering, they are training the algorithm over time, you may see that this system can hardly produce the same result depending on the actor that educate the algorithm as well. So it is would be very difficult to rely just on one single algorithm that could be probably established at centralized level. And in addition, having so many players involved in the detection system, it's important to spread the culture, so to understand what is the value of market integrity across all market actors. And this improvement, and especially in the compliance sectors, has been very easily detected over the last 2 decades. So I think overall this involvement is important, even as the ESMA says, when they go even beyond the financial industry, because even companies who trade continuously, not in the financial system, but trade continuously on the financial markets, are in a sense obliged to notify suspicious transactions. So this is an important change, and I know it is burdensome, but it has a counterpart in the benefits that I mentioned. Thank you. Merci. Venons-en à présent à une autre thématique que plusieurs affaires récentes de manipulation de cours soumises à la Commission des sanctions ont mis en lumière. Il s'agit des cas de compétences concurrentes entre plusieurs autorités européennes et en lien avec ce sujet, d'éventuelles problématiques de non bis in idem. Madame Schiller, est-ce que vous pouvez nous présenter ces décisions ainsi que les problématiques juridiques qu'elles ont soulevées? La question des compétences concurrentes se pose forcément assez couramment compte tenu du caractère très international des dossiers qu'on a à appréhender. Et c'est vrai que ces dernières années, 3 décisions ont été rendues qui ont donné un éclairage vraiment intéressant sur ce sujet. 3 décisions qui ont été rendues sur le fondement de l'article L621-15, deuxièmement petit c du Code monétaire et financier. Excusez-moi pour toutes ces précisions, mais ce sont des sujets qui sont extrêmement techniques. En l'occurrence, il s'agit donc de la compétence pour les abus de marché. Et cet article nous dit donc que notre commission est compétente pour les abus de marché s'il porte sur un instrument financier pour lequel une demande d'admission sur un marché a été présentée dans les conditions du RGAMF. Et puis, par ailleurs, elle est aussi compétente pour un instrument financier lié à un ou plusieurs instruments mentionnés, donc comme je viens de le dire. Et c'est sur cette notion d'instrument lié qu'on a eu plusieurs décisions qui sont intéressantes. La première, c'est une décision du 4 décembre 2019, et c'est intéressant parce qu'elle concerne 3 instruments différents. 3 instruments différents qui ont une emprise internationale. Le premier de ces instruments, ce sont des obligations linéaires belges qui étaient négociées sur le desk en Belgique
admise aux négociations sur Euronext Belgium. Donc il y a beaucoup de Belgique dans ce que je vous dis. Et la Commission a relevé que les variations de cours de ces instruments étaient, je cite, étroitement corrélées au cours des OAT. Et pour ce caractère étroitement corrélé, elle en a déduit que c'était un instrument qui était lié à un instrument régulé sur notre marché, et elle a donc relevé la compétence de la Commission des sanctions. Autre instrument qui était négocié sur un marché allemand, donc là aussi, qui semble un petit peu loin, mais qui a influencé des obligations du Trésor négociées sur un marché français. Et enfin, le troisième, c'était des instruments négociés sur Eurex, marché allemand, encore une fois, de produits dérivés, mais qui avaient comme sous-jacent des obligations françaises. Et dans les trois cas, la Commission a considéré qu'elles étaient liées à un instrument donc, qui relevait de sa compétence et en a déduit sa propre compétence. La décision, en tout cas le raisonnement, a été confirmé par la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 25 mars 2021. Et la Cour d'appel de Paris a rendu une solution assez de principe, il faut le dire, qu'il n'était pas permis de retenir que le lien entre deux instruments financiers auxquels se réfère ce fameux article ne peut être que juridique. Et elle conclut que la notion d'instrument lié permet d'englober tant les produits dérivés, juridiquement liés à un autre instrument, que les instruments financiers liés entre eux par une corrélation économique. Et cette notion est évidemment très importante par rapport à l'interprétation stricte qu'on pouvait avoir de liens juridiques. Le même raisonnement a été suivi par une décision de la Commission des sanctions du 28 mai 2021 concernant des produits identiques à ceux que j'ai cités, qui a repris un petit peu la même phrase en disant qu'il n'y a pas lieu de considérer que les liens entre les deux instruments financiers au sens de ces dispositions ne peut être que juridique. Donc, la voie est quand même assez claire pour admettre une compétence assez large de la Commission des sanctions grâce à cette interprétation assez large de liens. Ça, c'est la première question. Dans quel cas, dans ces compétences concurrentes, on va retenir la compétence de la Commission des sanctions? L'autre question qui est très importante quand il y a des affaires internationales, c'est n'y a-t-il pas un risque de double sanction, double condamnation devant des juridictions différentes? Et là, c'est un sujet qui a été très largement traité, comme vous l'avez dit, dans le cadre de toute cette jurisprudence sur le non bis in idem. Sauf que la jurisprudence très importante sur le non bis in idem reposait sur l'article 4 du protocole numéro 7 de la CEDH, cet article 4 qui parle de poursuite par deux juridictions de même État. Donc on a des réponses très claires lorsqu'il y a poursuite par des juridictions d'un même État. La question qui se pose, c'est qu'en est-il lorsqu'il y a des poursuites devant deux États différents? Et là, très rapidement, il faut distinguer, suivant que ces deux États différents sont tous deux membres de l'Union européenne ou non membres de l'Union européenne. Si ces deux États sont membres de l'Union européenne, alors on a un texte qui est l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux, qui nous dit « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi. » Déjà, première chose, bien qu'il y ait pénal à toutes les sauces, c'est clair que ce texte nous concerne également parce que c'est l'interprétation qui a été retenue pour les réponses du non bis in idem précédente. Et comme les articles sont très proches, on peut quand même faire clairement un parallèle. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une réponse qui restreint énormément les possibilités dès lors qu'il y a une personne qui a été acquittée ou condamnée. Donc, si elle a été acquittée ou condamnée, on ne peut pas, dans un autre État, ni poursuivre, ni punir. Donc, ça s'arrête au stade des poursuites.
À partir de là, l'application, on peut là aussi faire un parallèle avec la jurisprudence sur le non bis in idem en se disant, finalement, cet article va s'appliquer dès lors qu'il y a 4 conditions qui sont remplies. Très rapidement, première condition, que les faits sont les mêmes. Deuxième condition, que les poursuites ont la même finalité. Troisième condition, que les sanctions sont de même ordre. Et quatrième condition, que ce soit le même ordre de juridiction. On a justement eu l'occasion, dans la décision qui a été maintes fois citée déjà cet après-midi du 4 août 2021, d'appliquer cette règle. D'appliquer cette règle parce qu'en l'occurrence, l'un des mis en cause invoquait sa condamnation par le comité des sanctions d'Eurex, ce marché allemand que j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, et donc invoquer cette condamnation pour dire qu'il ne pouvait pas être condamné de nouveau par nous. La décision a considéré qu'en l'espèce, on ne pouvait pas appliquer le non bis in idem. Pourquoi? Parce que certes, la commission des sanctions d'Eurex prononçait également des amendes civiles, mais la différence, c'est qu'il s'agissait d'une poursuite de nature contractuelle, alors que nous avions une finalité répressive, donc on retrouve ce critère de la finalité qui n'est pas le même. Et autre différence, c'est que les sanctions encourues étaient très différentes. Les sanctions encourues devant donc, cette commission des sanctions d'Eurex, c'était une exclusion pendant 30 jours de négociation ou une amende civile pouvant aller jusqu'à 250 000 €, alors que nous, comme vous le savez, on peut aller jusqu'à 100 millions d'euros, donc on voit quand même que l'échelle n'est pas la même. Et d'ailleurs, la personne demandait à ne pas être condamné parce que lui avait déjà été sanctionné pour une amende de 500 €. Donc il invoquait le principe du non bis in idem pour 500 €. En une seconde, quid à l'international lorsqu'on sort de ce champ de l'article 50 s'il s'agissait donc d'une sanction prononcée par un État hors de l'Union? Dans ce cas, le seul texte a priori qu'on pourrait invoquer, c'est l'article 17.7 du Pacte international sur les droits civils et politiques, qui stipule, je cite, « Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a été acquitté ou condamné par un jugement définitif, conformément à la loi ou la procédure pénale de chaque pays. » Au vu de ce texte, on dit que c'est très prometteur. On voit que c'est une convention internationale, un pacte international, et que les termes employés sont extrêmement larges. Je pondère cet enthousiasme parce que la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 mars 2018, qui est un arrêt assez connu qu'on appelle pétrole contre nourriture, cet arrêt a expressément expliqué que ces dispositions font obstacle à des doubles poursuites pour des faits uniques et se trouvent à s'appliquer que dans le cas où les deux procédures ont été engagées sur le territoire d'un même État. Donc c'est une interprétation, alors pour le coup, extrêmement restrictive, qui fait que de cette convention, qui ne le dit pas comme ça, on dit que c'est seulement sur le territoire d'un même État, donc solution qu'on avait déjà avec d'autres textes. Donc quid à l'international? Je pense que le débat est encore très ouvert. Merci de l'avoir lancé. Pour terminer sur cette problématique des compétences concurrentes, je vais donner la parole à quelques-uns des intervenants. Je vous demanderai d'être bref parce que nous avons pris du retard et il nous faudra consacrer un temps suffisant sur les dernières problématiques. Donc sur, je dirais, la prise en compte concrète de ces problématiques du côté des régulateurs, d'abord du côté de la France avec vous, Sophie Baranger. Alors très rapidement, simplement pour vous expliquer comment en amont on essaye de se coordonner avec nos homologues justement pour qu'il n'y ait pas chevauchement dans les poursuites. Donc si je reprends l'exemple qui a été évoqué à l'instant issu de la décision 2019-18,
Donc là, effectivement, il s'agissait de faits d'abus de marché par des traders d'un grand établissement public situé à Londres. Et la manipulation portait donc sur des OAT cotés en France et sur donc d'autres instruments, des OLO cotés en Belgique et des futurs OAT et des futurs allemands en Allemagne. Donc on avait potentiellement 4 régulateurs qui auraient pu être intéressés par mener une enquête dans ce dossier, l'AMF, la FCA, la FSMA et le Royaume-Uni. Donc on avait quatre régulateurs potentiellement intéressés. Donc est-ce qu'on allait tous les 4 ouvrir une enquête? En tout cas, nous nous sommes évidemment coordonnés. Donc au départ, l'AMF avait reçu plusieurs déclarations d'opérations suspectes, à la fois par des banques qui étaient intervenues sur le marché, mais aussi par des plateformes. Et donc, les enjeux étant très significatifs pour la France, parce que on avait évidemment une obligation d'État qui était impactée, mais aussi l'ampleur de l'impact de cette manipulation était extrêmement important. Donc l'AMF a été déjà moteur pour lancer les discussions entre régulateurs. Donc nous avons contacté donc nos homologues pour enclencher avec eux la coopération, parce que de toute façon on avait besoin de coopération pour obtenir des informations en provenance des 3 autres autorités concernées. Et il est ressorti assez vite de nos échanges que finalement les 3 autres homologues, donc la FCA, la BaFin et la FSMA, n'avaient pas l'intention de poursuivre des enquêtes sur ce sujet et d'engager des poursuites. Donc un facteur qui a pu jouer, ça après ce sont mes propres interprétations, je pense que outre le sujet de l'impact sur les instruments nationaux, il y a le fait que ce type d'enquête est quand même assez technique, parce qu'en particulier il faut analyser un volume important de données, il faut les nettoyer et les travailler pour justement faire ressortir les relations et les liens entre les instruments dont on a parlé, ces corrélations étant vraiment clés pour déterminer la compétence, mais aussi il faut déterminer l'impact précis des différents intervenants pour pouvoir imputer une éventuelle manipulation. Dans un autre dossier qui était finalement lié au précédent, qui a donné lieu à une sanction 2021-09, en fait, c'est à l'occasion de la précédente enquête que nous nous sommes rendus compte, les enquêteurs se sont rendus compte qu'il y avait potentiellement le comportement suspect d'un acteur qui a donc été sanctionné à l'occasion de cette décision 2021-09. Et là, pour le coup, on avait encore plus de critères étrangers par rapport à la France, puisqu'il s'agissait d'une société allemande de trading depuis le territoire allemand, qui traitait sur des futurs OAT et des futurs FGBL sur le marché allemand. Donc on avait véritablement une concentration du côté de la BaFin, mais effectivement ces instruments avaient des sous-jacents OAT cotés sur une plateforme française. Donc l'AMF et la BaFin se sont assez vite là aussi entendus, mais pour autant, je dois quand même le dire pour l'anecdote, c'est que la plateforme allemande a au départ contesté la compétence de l'AMF dans ce dossier. Donc finalement, on a réussi à s'expliquer, à démontrer justement l'importance du lien entre les instruments cotés sur Eurex et l'OAT française, et donc on a convaincu puisqu'on a pu aboutir dans ce dossier. Donc c'était intéressant de le souligner. Une dernière particularité dans ce dossier, c'est que la BaFin avait déjà cet acteur dans le viseur, puisqu'elle avait repéré des faits tout à fait similaires à ceux qui sont l'objet de la décision, mais pour une période antérieure. Donc là, pour le coup, on a bien séparation des faits. Donc voilà, pas de double emploi en tout cas dans ce dispositif. Et puis je terminerai juste par dire que les sujets de problèmes de compétences sont soulevés à l'occasion d'abus de marché, mais aussi à l'occasion de manquements professionnels. Mais donc là je ne vais pas développer pour gagner du temps, mais là pour le coup en manquement professionnel, notamment quand on a un établissement étranger qui intervient en libre prestation de services ou en libre établissement en France. Là, pour le coup, les textes sont très clairs sur les répartitions de compétences et on a différentes décisions de sanctions qui illustrent tout à fait cette répartition. Merci. Du côté italien, Monsieur Migna, je vous donne la parole en quelques
quelques brèves explications sur le sujet. Thank you, Mr. Delorme. Well, in Italy, we have to cope with the nebis in idem since a long time ago because market abuse is punished both on the criminal side and on the administrative side in all the conduct except for secondary insiders. So just in the situation where we have only secondary insiders, in that case we have just administrative sanction. This matters for any type of the value of the case, so even a very small amount of profit could have a criminal importance. And the way we have coped with the double proceeding is that just they can leave, according to our scholars, they can go ahead to proceedings and until the end. And the only mechanism that mitigate the burdens for the person, the missing idem problems, is just the second sentence. If it is higher than the first one, then the person has to pay just for the difference. And this mechanism is in place since the beginning of 2005 Market Abuse Directive, and it was debated whether this is too heavy for market actors, and finally it was thought, according to the European Commission representative member at the Council, I remember in 2003 when the Market Abuse Directive was discussed in Brussels, having overlap of competencies is better than having loopholes. So for this reason, we may have all these as overlapping of competencies. Probably let me add that, and this is not probably common across member states, but in Italy there is a constitutional principle according to which the public prosecutor can never stop his action, to the extent that a suspicion exists. So he has to justify to another judge the closure of the case. So it is quite is an obvious consequence that this type of overlapping in Europe will remain. Thank you. Merci. Et pour finir sur cette thématique, je donne la parole à Maître Roch. Alors juste une minute, puisqu'il me reste assez peu de temps, mais donc, je ne vais pas redire sur tout ce qui a déjà été amplement développé, notamment sur le idem, du non bis in idem, qui est absolument clé dans l'appréciation de ce cumul. Je reviendrai sur un point peut-être qu'on n'a pas encore évoqué, sous l'angle de l'obligation de coopération. L'article 25 de MAR prévoit cette obligation de coopération entre les autorités. Et en se penchant sur cet article, il y a un alinéa 2 qui prévoit des exceptions à ce principe, notamment, petit c, lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes devant les autorités de l'État membre requis. Et le petit d, lorsqu'un jugement définitif a déjà été rendu concernant ces personnes pour les mêmes faits dans l'État membre requis. Je trouve intéressant de faire un parallèle entre ces dispositions sous l'angle de la coopération avec le cumul de compétences des différentes autorités et justement sur l'appréciation du non bis in idem. Voilà, j'ai tenu en 1 minute. Parfait, merci beaucoup. Venons-en à présent à l'actualité jurisprudentielle en matière de données de connexion et de droit au silence. Je donne tout de suite la parole à Monsieur le Président Soulard sur le sujet des données de connexion qui a fait l'objet d'une très riche actualité jurisprudentielle comme législative et réglementaire. Est-ce que vous pouvez, Monsieur le Président, nous présenter l'arrêt de renvoi préjudiciel qui a été rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation et plus largement sur les enjeux et l'actualité de cette question? Merci. Comme vous le dites, c'est un sujet d'actualité. C'est une actualité qui n'est pas du tout terminée. C'est une question qui n'est pas encore stabilisée et qui donne lieu à ce qu'on pourrait appeler un dialogue très vif entre notamment la Cour de justice et un certain nombre de cours suprêmes des États membres. Alors, avant de présenter la question préjudicielle, comme je suis le premier à intervenir, je suis obligé de rappeler le cadre général. D'abord, de quoi parle-t-on quand on parle de données de connexion ? Ce sont des données qui ne concernent pas le contenu des messages, mais un certain nombre d'éléments qui vont avoir néanmoins leur importance.
Il faut distinguer parce que la Cour de justice elle-même distingue et ne fait pas le même sort exactement à tous les types de données. Il y a les données d'identité qui permettent d'identifier l'utilisateur d'un moyen de communication téléphonique ou électronique, notamment par association de son nom à un numéro de téléphone, une carte SIM, une adresse IP, etc. Il y a les données de trafic, c'est-à-dire c'est principalement ce qu'on voit avec les factures détaillées, FADET, qui permettent de tracer la date, l'heure, la destination d'un certain nombre de communications. Et puis, il y a les données de localisation qui permettent de connaître les zones d'émission et de réception d'une communication passée, notamment avec un téléphone mobile, et qui couvre la question de la colocalisation, couvre aussi les géolocalisations, ce qui permet, et notamment c'est quelque chose de très fréquent dans les enquêtes, de géolocaliser des personnes ou un véhicule avec un système GPS. Le droit national, en tout cas avant la loi du 30 juillet 2021, le principe reste, il faut quand même le rappeler, l'effacement ou l'anonymisation des données, mais avec une dérogation importante, les opérateurs de télécommunications ont l'obligation de conserver les données, les métadonnées, donc les données de connexion, de façon générale et indifférenciée pendant une durée d'1 an. C'est une disposition du Code des postes et télécommunications. Postes et communications électroniques, pardon. Cette obligation a été conçue au départ à titre principal pour l'usage de l'autorité judiciaire dans le cadre d'enquêtes pénales, quelle que soit l'infraction concernée, mais de nombreuses autorités, notamment des autorités qui ont un pouvoir d'enquête comme l'administration fiscale ou l'AMF, ont été autorisées à y accéder. Alors, la question de la conservation des données et la question de l'accès aux données sont évidemment intimement liées. On ne peut pas accéder à des données qui n'ont pas été conservées, mais on ne peut pas non plus, et c'est quelque chose de très important dans la jurisprudence de la Cour de justice, accéder pour des motifs qui ne seraient pas justifiés à des données qui ont été conservées pour des motifs justifiés. Là, il y a vraiment un lien très important à faire. Les enjeux. Alors, d'un côté, on a évidemment l'intérêt évident d'accéder à des métadonnées et donc de les avoir conservées. Il faut savoir que vous avez chaque année 2 millions de réquisitions judiciaires par an qui transitent par la plateforme nationale des interceptions judiciaires. Et il faut savoir que les données de connexion sont utilisées dans 4 enquêtes judiciaires sur 5. Donc c'est un usage massif. C'est évidemment quelque chose que font valoir, bien sûr, toutes les personnes qui sont soit des enquêteurs, soit des magistrats judiciaires qui s'occupent de ces questions. Ça, c'est un des côtés. L'autre côté, c'est évidemment l'atteinte éventuelle, les risques d'atteinte aux libertés individuelles. La Cour de justice a souligné que les données relatives au trafic et les données de localisation sont susceptibles de révéler des informations sur un nombre important d'aspects de la vie privée des personnes concernées, y compris des informations sensibles, telles que, je cite la Cour de justice, l'orientation sexuelle, les opinions politiques, les convictions religieuses, philosophiques, sociétales ou autres, ainsi que l'état de santé. Toujours selon la Cour de justice, prises dans leur ensemble, ces données peuvent permettre de tirer des conclusions très précises concernant la vie privée des personnes dont les données ont été conservées, telles que les habitudes de la vie quotidienne, lieu de séjour permanent ou temporaire, déplacements journaliers, relations sociales, etc. Je le rappelle parce que il ne faut pas oublier que c'est quand même, évidemment, pour la Cour de justice, c'est ça qui est très très important. Et elle dit on ne peut pas, au nom de l'efficacité, forcément accepter toute atteinte aux libertés publiques. Donc, comme il vient d'être indiqué, la jurisprudence est foisonnante. La Cour de justice a quand même rendu 5 arrêts de grande chambre en très peu de temps sur ces questions. De nombreuses questions préjudicielles, comme je le disais, ont été posées par les juridictions de beaucoup de pays. En France, le Conseil d'État et la Cour de cassation. Que dit de manière très grossière, la Cour de justice dit « Une conservation généralisée et indifférenciée n'est possible qu'à des fins de sauvegarde de la sécurité nationale. » Et la sécurité nationale, c'est la prévention, la répression d'activités de nature à déstabiliser les structures de l'État, telles que le terrorisme. Donc c'est une définition assez stricte
de la sécurité nationale. La Cour de justice ajoute qu'il faut qu'on soit dans une situation où l'État membre concerné fait face à une menace grave pour la sécurité nationale, sous réserve qu'elle soit réelle, actuelle, contrôlée de façon effective par une juridiction ou une autorité indépendante, limitée dans le temps, renouvelable en cas de persistance. Donc une jurisprudence assez exigeante de la part de la Cour de justice. Lorsqu'il s'agit de lutter contre la criminalité grave ou de prévenir des menaces graves contre la sécurité publique, seule une conservation ciblée des données est possible selon la Cour de justice, et elle doit se faire sur la base d'éléments objectifs et non discriminatoires en fonction de catégories de personnes concernées ou au moyen d'un critère géographique pour une période limitée au strict nécessaire, même si cette période peut être renouvelée. Alors c'est toute la difficulté évidemment, parce que ce que font valoir beaucoup de personnes qui s'interrogent sur la pertinence pratique de cette solution, c'est que comment peut-on déterminer à l'avance des catégories de personnes qui vont faire peser une menace et avoir des risques de criminalité grave. C'est évidemment toute la question pratique qui se pose. Ça, c'est pour la conservation. Pour l'accès, c'est plus simple. La Cour de justice dit que l'accès ne peut être octroyé que pour autant que les données ont été conservées conformément aux exigences de la directive. Tout ça est fondé sur une directive de 2002 qui a été modifiée. Et surtout que l'accès n'est possible que pour la finalité, c'est ce que je disais tout à l'heure, ayant justifié la conservation. Par ailleurs, l'accès des autorités nationales compétentes est subordonné à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante qui doit avoir la qualité de tiers par rapport à l'entité qui demande l'accès. Dans le domaine pénal, l'exigence d'indépendance implique qu'elle ait une position de neutralité par rapport aux parties, et ça ne comprend pas, par exemple, le ministère public qui n'est pas dans une position de neutralité par rapport à l'enquête. Voilà le cadre dans lequel la Cour de cassation, la Chambre criminelle, a posé une question préjudicielle, mais alors c'était avant d'autres décisions importantes de la Cour de justice, notamment Quadrature du Lot et Procuratur, et avant la décision du Conseil d'État, puisque un de ces arrêts avait été rendu sur question préjudicielle du Conseil d'État. On était donc dans un cas d'abus de marché. Enquête, une information avait été ouverte à la suite du recueil par des agents de l'AMF de données relatives à l'utilisation de lignes téléphoniques. Donc on était typiquement sur des métadonnées, et la question qui était posée à la Chambre d'instruction était évidemment de savoir si ces données avaient pu être légalement et régulièrement conservées, et si on avait pu y accéder régulièrement. Donc il y avait les deux questions, conservation et accès. Alors il faut savoir que le Conseil constitutionnel, dans la suite d'un des arrêts de la Cour de justice, donc dans la suite de l'arrêt Télé 2, avait déclaré, avant même que nous soyons saisis de la question préjudicielle, le premier alinéa de l'article 621-10 du Code monétaire et financier inconstitutionnel, au motif que la procédure d'accès par l'AMF, telle qu'existait à l'époque des faits, n'était pas conforme à la directive. Au principe du droit constitutionnel. Bientôt, c'est une décision qui est inspirée de la Cour de justice, mais évidemment, ce ne sont pas les mêmes textes qui s'appliquent. Le Conseil constitutionnel, néanmoins, avait reporté dans le temps, jusqu'au 31 décembre 2018, cette abrogation. Et entre-temps, donc, le législateur a changé le système par une loi du 23 octobre 2018. Alors, donc, dans l'affaire qui était soumise à la la Chambre criminelle, évidemment, on ne pouvait plus invoquer l'inconstitutionnalité se prévaloir de cette décision, puisqu'on était avant le délai fixé, le report fixé par le Conseil constitutionnel. Donc la question ne se posait que par rapport au droit de l'Union. On n'avait pas de problème de constitutionnalité. Mais évidemment, le fait que ça n'est pas contraire à la Constitution en raison d'un report des effets dans le temps par le Conseil constitutionnel ne dispense pas la Cour de cassation d'examiner la conventionnalité, donc en l'espèce la conformité au droit de l'Union. Et la Cour de cassation a posé une question préjudicielle qui est une question qui, dans le cadre du dialogue, essaye d'infléchir en quelque sorte la jurisprudence de la Cour de justice. Alors, concernant l'accès aux données, la Cour de cassation prend acte de ce que le système n'était pas conforme, mais demande si
il n'est pas possible pour le juge national de temporiser en quelque sorte afin de sauvegarder les procédures qui, à l'époque où elles ont été engagées, étaient conformes, enfin n'étaient pas contraires en apparence au droit de l'Union. Donc elle a posé une première question là-dessus, mais qui concerne l'accès aux données. En ce qui concerne la conservation, elle a rappelé que le règlement de 2014 sur les abus de marché prévoit que l'autorité nationale compétente peut se faire remettre des enregistrements des conversations téléphoniques, des enregistrements de données relatives au trafic pour des enquêtes, lorsque tous ces enregistrements peuvent se révéler pertinents pour une enquête sur une opération d'initié. Et elle a rappelé que selon un des considérants de ce règlement, les données de connexion constituent une preuve essentielle et parfois même la seule permettant de détecter ou de démontrer l'existence d'une opération d'initié. En quelque sorte, si vous voulez, la Chambre criminelle a mis en regard la jurisprudence de la Cour de justice, très protectrice des libertés individuelles, avec les exigences d'un règlement de l'Union européenne qui dit lui-même que c'est le seul moyen en général d'obtenir des informations et qui prévoit que les autorités peuvent obtenir des informations. Donc, si vous voulez, elle a posé cette question en disant comment combine-t-on finalement cette directive et ce règlement, et à titre subsidiaire, comme elle l'a fait pour l'accès aux données, elle a également demandé si, à supposer, mais probablement que ce sera ça la réponse, que ce système soit contraire à la directive de l'Union, est-ce qu'il y a là aussi possibilité de temporiser sur les effets de cette décision. Je sens que je n'ai pas beaucoup plus de temps pour m'exprimer, il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Sachez simplement qu'il y a encore des questions préjudicielles. Bon, la question posée par la Chambre criminelle est passée en audience publique le 14 septembre dernier, on n'a pas encore la réponse. Il y a d'autres questions qui ont été posées, notamment par des juridictions italiennes. Il y a une décision de la Cour de cassation belge très intéressante parce qu'elle annule complètement la législation belge, en gros. Et puis, il y a des QPC en cours posées par la Chambre criminelle sur des questions qui sont assez proches de géolocalisation. Voilà, je ne serai pas plus long. Merci, Monsieur le Président, d'avoir bien voulu tenir le temps contraint qui vous a été imparti. Donc, sur ces sujets, je donne la parole à présent, donc en quelques minutes, aux divers intervenants. D'abord, Sophie Baranger, quel est le point de vue de l'AMF sur ces évolutions ? Bien, écoutez, à la suite de l'arrêt de la Cour de justice du mois d'octobre et de l'arrêt d'avril du Conseil d'État, nécessairement, nous avons dû nous adapter, alors qu'on avait largement recours à ce pouvoir de collecte des données de connexion pour nos affaires d'initiés. Nous, on a dû changer assez radicalement notre façon de travailler, notre stratégie de collecte d'informations. Donc, je ne vous cache pas que ça nous handicape beaucoup, parce qu'effectivement, pour enquêter à charge et à décharge, c'est un pouvoir qui est extrêmement utile. Donc, comme ça a été indiqué, en matière d'initiés, on travaille surtout avec des faisceaux d'indices, puisqu'on n'a pas en général d'aveu ni de preuves de transmission directe d'informations privilégiées. Et donc, les données de connexion permettent d'asseoir ce faisceau d'indices et constituent un de ces éléments du faisceau, un de ces indices. Et donc, à contrario, je dirais, comme je disais, c'est intéressant à charge, mais c'est aussi intéressant à décharge, parce que quand justement ces données de connexion montrent que les personnes ne se sont pas parlé, qu'il n'y a pas eu d'échange entre un intervenant sur le marché et un initié, voilà, c'est plutôt un élément à décharge. Donc on a dû effectivement changer notre stratégie, mais donc heureusement la législation française a évolué avec l'adoption de la loi du 30 juillet 2021 sur le renseignement. Alors elle ne modifie pas le droit de communication de l'AMF, donc le droit d'obtenir des données de connexion auprès des opérateurs de télécommunications dans le cadre de recherche d'abus de marché est toujours inchangé. En revanche, la loi a modifié le code des postes et télécommunications qui précise désormais effectivement, y compris donc pour l'AMF, que les données conservées donc par les opérateurs peuvent faire l'objet d'une injonction de conservation rapide par les autorités
à des fins de prévention et de répression des manquements graves dont elles ont la charge. Et donc, la loi renvoie à un décret en Conseil d'État pour déterminer les informations et catégories de données qui doivent être conservées par les opérateurs. Donc, nous sommes toujours en attente de ce décret qui a fait l'objet d'une consultation jusqu'au 1er octobre, là, il y a quelques jours, et donc qui devrait être publié au journal officiel dans les prochains jours. Et donc après cela seulement, nous retrouverons le plein usage de ce droit de communication. Mais effectivement, comme ça vient d'être indiqué, ça n'est pas du tout la fin des débats sur le sujet, pour autant. Et nous sommes donc dans l'attente de cette autre décision de la Cour de justice qui a fait donc l'objet de cette audience le 14 septembre. Et je crois comprendre qu'on devrait avoir une réponse avant l'été prochain. Donc nous sommes sur des charbons ardents. Merci. Et je me tourne vers Carlo Milla pour connaître la position de l'autorité italienne sur cette problématique. Yes, of course, we strongly rely on the data traffic records, so they're very important tools. And let me say that initially we have a two-year retention period, and despite it's a luxurious period, but sometimes it is a constraint because we are under the need of understanding whether there was some contact, and we can't understand because we have no more access of that data. So, but let me stress that having a long period is very important to have a more accurate number of persons and the period to investigate. I mean that market abuse investigation is at the beginning include many people, many situations, and so on. While after we receive data from international cooperation or probably from a consultants who worked in the negotiation, we understand that the period is very close and that the number of persons that could have been involved could be, so on average we have just 10 persons involved for 1 week, for 2 weeks. So it's not a very big amount of data that we need, but are very important, and it's very important to have a longer retention period. The novelty, the fresh novelty, the Italian government just last week approved a law decree according to which the authorization to have access of that data do not need only the approval of the public prosecutor, but even of another judge, the judicial indagine preliminary, who has in 2 days approved the approval. So it's a double check, and this we hope is enough to cope with the problem you have mentioned. Thank you. Merci. Et pour terminer avec cette problématique, je donne la parole à Maître Roch. Quelle est votre perception ? Alors encore très, très brièvement, je ferai juste une petite aparté sur une décision de la Cour d'appel de Paris du 9 juillet 2020 qui a déjà été mentionnée lors de la première table ronde, où effectivement ce transfert de données et des fadettes, en l'occurrence d'un journaliste, avait été critiqué par la Cour d'appel dans la mesure où il avait été jugé disproportionné. Donc il y avait une atteinte aussi au secret des sources du fait de cette transmission de ces fadettes. Alors, ceci étant dit, effectivement, les fadettes, ça peut être un élément à charge comme à décharge, mais pour rappel, la commission des sanctions n'a pas à établir précisément les circonstances dans lesquelles l'information est parvenue jusqu'à la personne qui l'a utilisée. C'est une jurisprudence constante. Alors, évidemment, c'est mieux de pouvoir avoir la preuve tangible de la transmission, de pouvoir condamner avec certitude la personne qui a pu utiliser l'information privilégiée, mais en attendant, la jurisprudence prouve qu'à travers un faisceau d'indices suffisamment fort, on peut arriver également à cet objectif. Je retiendrai surtout par rapport à cette décision intéressante, et on attend la suite évidemment, la possibilité de critiquer au pénal la validité d'actes d'enquête de l'AMF versés au dossier pénal. C'est la première fois en tout cas qu'on va dans un sens plus englobant, si je puis dire, de la procédure AMF qui serait préalable à une procédure pénale. Et de ce fait, on peut en tout cas souligner l'intérêt de la continuité de ces procédures.
Merci beaucoup. Abordons à présent notre dernière thématique consacrée au droit au silence. Le 2 février dernier, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu un arrêt important en la matière dans une affaire qui concernait une décision de sanction prononcée par l'autorité italienne. La présence de M. Milla à cet égard est évidemment très opportune. Mais avant de lui donner la parole, je vous laisse le soin, Madame Schiller, de présenter cet arrêt et sa portée. En fait, la problématique du droit au silence devant notre commission pose un problème de droit énorme parce que c'est la confrontation a priori entre deux règles. D'une part, ce droit au silence et d'autre part, l'obligation de coopérer. Alors, le droit au silence, très rapidement, c'est un droit fondamental qui est de ne pas contribuer à sa propre incrimination. C'est les deux volets d'un même principe. Ça renvoie à ce que le président Guerminck évoquait tout à l'heure, ce principe cardinal du contradictoire. Donc, on est vraiment sur des choses fondamentales qui ont été reconnues. Ce droit au silence a été reconnu par la CEDH, par la Cour de cassation, par le Conseil constitutionnel et même, sur certains aspects, par la loi française. Toujours avec une application quand même proportionnée. Ce n'est pas un droit absolu, c'est un droit qui est très reconnu, mais qui doit être appliqué de façon proportionnée. Et en face, on a l'obligation de coopérer, qui a été reconnue par Marc, qui renvoie aux États le soin de déterminer des sanctions en cas de défaut de coopération. Et nous, dans notre loi française, on a un article du Code monétaire et financier qui sanctionne donc le refus de répondre à une demande de communication. Ça constitue un manquement d'entrave. Donc, d'une part, on a le droit de se taire et d'autre part, on est sanctionné si on refuse de répondre, ce qui semble quand même très antinomique. Et c'est là-dessus que la décision de la Cour de justice est extrêmement intéressante, très innovante. Alors, je vous lis très rapidement ce qui peut être considéré comme l'attendu de principe, parce que, comme toujours, il y a des pages et des pages de décision. Donc, divers articles qui permettent aux États membres de ne pas sanctionner une personne physique qui, dans le cadre d'une enquête menée à son égard par l'autorité compétente au titre de cette directive ou ce règlement, refuse de fournir à celle-ci des réponses susceptibles de faire ressortir sa responsabilité pour une infraction passible de sanctions administratives présentant un caractère pénal. Et à partir de là, quelle est l'étendue de ce droit au silence reconnu par la CJUE? Tout d'abord, l'étendue quant aux infractions. La réponse est assez simple, ce sont toutes les sanctions administratives revêtant un caractère pénal, donc pour notre commission, toutes les affaires qui sont susceptibles de nous arriver. Quant aux personnes, alors là, c'est déjà beaucoup plus restrictif parce que la décision à maintes reprises se réfère aux personnes physiques. Et ensuite, elle cite des décisions de droit de la concurrence en expliquant que cette jurisprudence qui concerne des procédures susceptibles de conduire à des sanctions d'entreprise, donc on se dit oui, il y a une ouverture vers les entreprises, et tout de suite, elle explique que cette jurisprudence ne peut pas s'appliquer par analogie lorsqu'il s'agit d'établir la portée du droit au silence de personnes physiques. Donc la réponse paraît assez claire, c'est un droit au silence de personnes physiques. Étendu quant au moment, et là il y a quelque chose de très nouveau, en tout cas très nouveau par rapport à certaines jurisprudences, parce que c'est garder le silence lors des enquêtes. Or, jusqu'à présent, la jurisprudence tant de la Cour d'appel de Paris que du Conseil d'État était a priori pas exactement dans ce sens et établissait ce droit au silence à partir de la notification des griefs, donc plus tard. Et toute cette phase de l'enquête n'était pas couverte par le droit au silence. Alors, en matière pénale, le droit au silence, depuis toujours, remonte bien en amont. Et notre commission, très visionnaire, dès le 24 novembre 2011, a rendu une décision où elle explique, considérant que le droit de ne pas être contraint de contribuer à sa propre incrimination
doit être respectée dans le cadre de l'enquête qui précède la saisine de la commission. Donc c'était très prémonitoire de cette décision qui a sûrement été suivie. Et en l'occurrence, la décision quand même de la commission des sanctions n'avait tiré aucune conséquence, mais il y avait déjà les prémices, mais aujourd'hui la solution est claire. Quelle est l'étendue de ce droit au silence? Ça démarre donc au stade des enquêtes. Autre question sur l'étendue, quelles sont les informations en question? Est-ce que ce sont uniquement des paroles ou est-ce que ce sont aussi des documents? Est-ce que par ce droit au silence, vous avez droit de ne pas exprimer des paroles ou est-ce que aussi vous avez le droit de ne pas transmettre des documents? La Cour de cassation, dans un arrêt de 2019, a clairement fait la différence entre les deux, en distinguant dans ce droit au silence le droit de se taire, donc de ne pas exprimer de paroles, et le droit de ne pas remettre de documents. Et en l'occurrence, là, dans cette décision, la décision cite des réponses dont pourrait ressortir la responsabilité. Des réponses, le terme est très large. Réponse, c'est à la fois des paroles ou peut-être, pourquoi pas, des documents. Mais quand on regarde le contexte, et M. Millat va beaucoup mieux l'expliquer que moi, le contexte, c'est donc le refus à se rendre à des auditions. Le refus, donc, de s'exprimer. Donc, ce qui était en cause, c'était des paroles. Et là encore, la décision se réfère à un transfert de documents qui existe en droit de la concurrence pour dire que ça n'est pas le même cas. Donc, a priori, ce droit au silence, tel qu'il est visé par la décision, c'est le droit de ne pas s'exprimer par des paroles. Et enfin, dernière étendue quant à l'objectif de la demande. La décision permet de refuser, je cite, des réponses susceptibles de faire ressortir sa responsabilité. Et là encore, c'est une jurisprudence qui est parfaitement établie par le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation, qui distingue en fait la finalité. Vous avez le droit de vous taire lorsqu'il y a la finalité de recueillir votre aveu. On n'a pas le droit de vous pousser dans une finalité de recueillir votre aveu. Et pour le reste des cas, le droit n'est pas le même. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire, en l'occurrence, qu'on peut se taire, selon cette décision, quand il n'y a pas une finalité de recueillir votre aveu. Alors, ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire, je vous demande avouer, vous avez le droit de me dire non, j'ai le droit au silence. Dans une enquête pour un abus de marché, pourquoi avez-vous réalisé cette cession sur des titres? Là, la question est quand même assez ouverte. On ne vous demande pas d'avouer quelque chose. C'est une question qui est factuelle et qui est ouverte. Donc, a priori, il n'y a pas de finalité d'obtenir un aveu et peut-être que ça passerait. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il faut que les questions restent très ouvertes et restent le plus factuelles possible. À partir de là, quel est l'impact de cette décision par rapport aux différentes décisions que nous avons prononcées au sein de la Commission ces dernières années pour manquement d'entrave? Est-ce que nos décisions auraient été empêchées si la décision européenne avait été rendue plus tôt? 3 décisions qui ont été rendues ces dernières années pour manquement d'entrave. L'une, en 2018, pour une société qui avait supprimé plus de 38 000 courriels dans une messagerie électronique préalablement à la remise d'une copie. L'autre, 19 novembre 2019, une société également qui avait reçu 99 demandes pour des comptes rendus, des ordres du jour, des supports de comité de direction, et dans 25 cas, elle a mis plus d'1 mois à apporter une réponse, et dans 12 cas, plus de temps encore. 3e décision, 17 mars 2020, la société a mis plus d'1 an et 9 mois, malgré des demandes réitérées pour communiquer des documents.
Plusieurs points communs. Toujours, il s'agit de personnes morales. Toujours, il s'agit de fourniture de documents. En aucun cas, aucun de ces manquements ne peut être qualifié de finalité de recueillir un aveu. On demande des éléments qui sont quand même très généraux, ça semble difficile. Donc, je pense que, au vu de ces éléments, je doute que ces décisions soient, sur le fond, remises en question par la décision européenne. Ce qui veut dire quoi? Quelles sont les conséquences de cette décision européenne? Est-ce que ça remet en question notre jurisprudence sur les manquements d'entrave? A priori, je ne le pense pas. Est-ce que c'est sans conséquence? Bien sûr que ça n'est pas sans conséquence. Les conseils pourront invoquer ce droit au silence dès la phase de l'enquête, sachant que je me permets quand même de leur rappeler que la CEDH a considéré que ça pouvait constituer le fait de se taire un indice de culpabilité, donc utilisé avec parcimonie. Et je me permets aussi de rappeler, et ce sera mes derniers mots, que dans la détermination du montant de la sanction, l'un des éléments que le texte nous invite à prendre en compte, c'est l'attitude coopérative. Donc, le droit au silence n'est peut-être pas forcément ce qui sera qualifié d'une attitude totalement coopérative. Merci beaucoup. Je donne la parole maintenant tour à tour à chaque intervenant, malheureusement en devant leur demander de réduire à 1 minute 30 leurs interventions. Je commence par vous, Monsieur Millat. Comme je l'ai dit, la décision de la Cour de justice concernait la Consob. Alors 1 minute, voilà, 1 minute pour ne pas dépasser les 18h05. En 1 minute, Monsieur Millat, sur les conséquences de cet arrêt en Italie. Yeah. Yes, in a nutshell, our decision, the Consul decision, was referred to the person who put off, postponed the interview that we have asked him for 6 months. So after 6 months, finally he arrived, and he remained silent. We Consul sanctioned the person because of postponing for so long time this interview. He said that he had to travel around the world for many reasons. And so this is important because in the sentence, in the decision of the court, it is clearly stated that that the right to silence cannot justify every failure to cooperate. With the competent authorities, such as a refusal to appear at a hearing planned. So this is very important because the decision states that the person has to provide us with an answer. And he can, of course, have the right to be silent, but we are not very worried about that in the sense that this typically when we ask information is just to understand whether the person has something new to say to us. And so therefore, in the case that we are considering, the person was sanctioned for 200,000 euros for insider trading, for another 100 for disclosing insider information. So the fact that he was postponing and sanctioned for 50,000 euros was not so important at the very end. So refusing to cooperate is typically adding suspicion to suspicion and not... thank you. Merci. Sophie Baranger. Alors, les personnes extérieures. Maître Roch. Alors, très rapidement, je viendrai sur l'essentiel. Juste pour rappel, c'est plutôt l'inverse, en fait. On reproche généralement de ne pas avoir été entendu, et la décision qu'on a développée tout à l'heure en est la preuve. Et puis, pour revenir tout simplement sur le droit au silence, est-ce qu'il doit être limité aux personnes physiques ? Avant la notification de greffe, on ne sait pas si c'est la personne morale ou la personne physique qui va être poursuivie, donc a fortiori, c'est souvent le représentant de la personne morale qui pourrait être aussi poursuivi
qui va être entendu, donc c'est difficile de limiter vraiment ce droit au silence dès l'enquête uniquement, alors évidemment aux personnes physiques, évidemment, puisque ce sont les représentants des personnes morales qui seront là auditionnés. Merci. Et vous avez le mot de la fin, Monsieur le Président. Merci. Juste 3 points pour dire qu'actuellement, le droit au silence, l'obligation de notifier le droit au silence s'étend sous l'action de la jurisprudence de la Chambre criminelle conjuguée à celle du Conseil constitutionnel. Pour la Chambre criminelle, c'est l'article 6 de la CEDH. Pour le Conseil constitutionnel, c'est l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme, qui s'étend pratiquement dans tous les cas où on va discuter des faits. Donc ça s'étend devant le juge des libertés de la détention et la Chambre de l'instruction. Par ailleurs, la Chambre criminelle fait la distinction entre l'obligation de notifier le droit au silence et les conséquences qu'on en tire. Par exemple, devant la Chambre de l'instruction, si on doit parler de la détention, il faut notifier le droit au silence, mais si ça n'a pas été notifié, la seule conséquence, c'est que la juridiction de jugement ne pourra pas tenir compte des propos qui auront été tenus devant la Chambre d'instruction. Ça n'annule pas l'arrêt de la Chambre d'instruction. Troisième chose, nous avons 2 questions en ce moment en délibéré. Est-ce qu'il faut encore notifier le droit au silence quand on n'est plus sur la déclaration de culpabilité, mais qu'on est uniquement sur la peine? Et ça renvoie au fond au fondement du droit au silence, tel que ça a été présenté tout à l'heure. C'était essentiellement lié à l'absence d'auto-incrimination. Est-ce que c'est seulement ça? Et puis deuxième affaire que nous avons en cours, lorsque le droit n'a pas été notifié mais que la personne n'a rien dit, est-ce qu'elle peut encore se plaindre, sachant que le droit au silence, c'est, rappelons-le, également le droit de faire des déclarations. Merci beaucoup. Il me reste à remercier nos 5 intervenants et à remercier leur esprit de synthèse sur la fin. Je vous rappelle qu'un cocktail est à votre disposition à l'issue de ce colloque. Je donne tout de suite la parole au président, M. Robert Ophel, que je remercie, et j'invite les intervenants à rester assis, si vous le voulez bien, pour que nous puissions enchaîner.